le port de Casablanca alimente de nombreuses usines de conserve de poissons. Industries alimentaires, industries métallurgiques, minoteries, brasseries, fabriques de vêtements et de chaussures. Le mouvement du port a fait surgir des centaines d'usines qui transforment sur place les produits agricoles et les matières premières importées. Ainsi s'est formée l'agglomération industrielle des Roches Noires qui s'étend à l'est de la ville sur une distance de plusieurs kilomètres. Une nouvelle centrale thermique vient d'être mise en service. 170 millions de kilowattheures en 1952. Et les 320 000 tonnes de ciment produits par l'industrie locale ne suffisent plus aux besoins d'un pays dont l'essor économique se traduit par cet impératif « construire ». Depuis 40 ans, Casablanca n'a pas cessé d'être un chantier. Vaste stade, usine gigantesque. Le béton qui coule sans cesse façonne et modifie les traits de la cité qui vient de lancer dans l'espace la voûte de son palais de la foire. Une seule portée de 90 mètres. Construire, parce que la population augmente de jour en jour, parce qu'il n'y a jamais assez de maisons, d'entrepôts, d'ateliers. Au centre même de la ville, chaque jour, un nouveau chantier s'ouvre. Chaque jour, un immeuble s'achève. Ainsi s'explique l'étonnante croissance de cette ville champignon qui s'étend sur une superficie égale à la moitié de Paris et dont la population atteint aujourd'hui près de 700 000 habitants. Le sang de Casablanca, c'est son commerce. Toute la population participe à cette activité qui la fait vivre. Dès le lever du jour, les alentours de l'avenue du Général Drude, quartier du commerce de gros, s'animent. C'est ici le fief du commerce du thé, ce thé de Chine qui, accompagné de menthe fraîche, est la boisson nationale du Maroc. Le marché du thé est entièrement entre les mains des Marocains qui ont adopté les méthodes commerciales modernes. La rue Poémiro, les kissarias de la route de Médiouna sont le domaine des marchands de tissus, souvent originaires de Fès. Les chleux de l'anti-Atlas ont le quasi-monopole de l'épicerie, tandis que la quincaillerie est plutôt le patrimoine des Israélites. Les entreprises européennes, l'automobile, les grandes banques, les sièges des sociétés se concentrent au cœur de la ville, entre la place de France et le palais de justice, où les avocats français et marocains plaident côte à côte. Et chaque jour à midi, si de nombreux Israélites marocains habitent la ville européenne, beaucoup d'autres s'entassent encore dans le Mela surpeuplé de l'ancienne Médina. 75 000 Israélites auxquels s'ajoutent sans cesse des émigrés, arrachés par l'appel de la ville moderne au Mela de l'intérieur.
Allez, attention. Allez, attention. Je ne peux pas parler. Ici, la vie juive garde son visage séculaire. Petite synagogue où le rabbin apprend à lire aux jeunes enfants. Cours intérieures où les familles d'artisans vivent en commun, travaillent, font la cuisine sur le primitif réchaud d'argile. Cependant, la jeune génération évolue rapidement, adopte le costume, la langue, les usages de la ville française. Le centre de la vie musulmane s'est transporté au sud-est de la ville, dans la nouvelle Médina. Construite autour de 2 mosquées, la cité Abous forme le cœur d'une vaste agglomération où vit la plus grande partie des 450 000 musulmans. Arcade, Kissaria, les architectes français ont adapté les exigences de l'urbanisme au caractère de l'architecture locale. Sur la grande place s'élève le tribunal du Pacha, la nouvelle Mahakma, du style hispano-mauresque le plus classique. La tradition religieuse de l'islam conserve ici sa simplicité et sa grandeur. Et les mosquées sont trop étroites pour accueillir tous les croyants quand le muezzin annonce le vendredi l'heure de la prière. Autour de la cité Abous se déploient les quartiers populaires traversés de spacieuses avenues. Dans les rues commerçantes, la rencontre de 2 civilisations offre des contrastes curieux. Les cinémas sont très fréquentés et les stars égyptiennes jouissent de la plus grande faveur. Les badauds flânent un peu partout. Un grouillement pittoresque règne dans ces faubourgs où la grande masse des musulmans, ouvriers, artisans, petits fonctionnaires, boutiquiers, continue de vivre comme elle a toujours vécu. La journée terminée, le flot des travailleurs remonte vers les quartiers marocains. Ouvriers des docks, des chantiers, des usines forment aujourd'hui un véritable prolétariat d'origine essentiellement rurale. Ces émigrés de l'intérieur, berbères du Haut-Atlas ou de la vallée du Souss, paysans des oasis du Bani et du Dra, ne trouvent pas toujours à se loger dans les médinas surpeuplés. Beaucoup ont conservé leurs habitudes nomades et se sont établis à la périphérie de la zone industrielle, dans des baraques de planches et de tôles, transposition de l'antique Nouala de Roseau. Près de 100 000 Casablancais habitent ces bidonvilles. Véritables cités qui ont leurs magasins, leurs cafés, leurs minuscules mosquées dont les minarets se dressent comme des girouettes au-dessus des toits. Si les enfants jouent ici comme partout sur terre, si la vie s'y écoule avec dignité, le spectacle de cette disgrâce est inacceptable pour un œil occidental. C'est pourquoi j'avais tenu à rencontrer M. Michel Écochard, chef des services de l'urbanisme du protectorat. Je comprends que ce que vous venez de voir vous est péniblement impressionné. Dites-vous cependant que ces bidonvilles ne sont pas nécessairement le fait de la misère. Il s'agit là d'une maladie de croissance propre aux villes champignons. Songez que le Maroc a parcouru en moins d'un demi-siècle le chemin industriel que l'Europe a mis 150 ans à accomplir. La concentration urbaine qui s'est produite en quelques décades à Casablanca est un phénomène dont le monde offre peu d'exemples. Considérez cette courbe. 25 000 habitants en 1907, 650 000 en 1950. La rapidité de cette croissance a débordé les prévisions techniques. Au début,
le problème du logement ne se pose que pour les Européens dont la population surpasse, en 1918, celle des Marocains. Les quartiers européens croissent anarchiquement sur les terrains lotis par les spéculateurs. Mais l'afflux de la population prolétarienne renverse bientôt la proportion entre les deux groupes d'habitants. Malgré la naissance de nouveaux quartiers marocains, le déséquilibre s'accentue. La guerre, en attirant vers la cité industrielle des milliers de ruraux, augmente encore le surpeuplement des médinas. Cette poussée démographique a engendré puis maintenu la plaie des bidonvilles. La tâche essentielle des services de l'urbanisme est de résorber ces agglomérations pitoyables, de créer pour les populations laborieuses des cités nouvelles, en harmonie avec leurs aspirations et leurs besoins. Déjà, les nouveaux quartiers de Sidi Othman et les carrières centrales vont pouvoir abriter des milliers de sans-logis. Déjà, les habitations israélites du front de mer commencent à décongestionner l'insalubre Mela. Déjà s'étend sur le plateau qui domine la ville, la blanche cité d'Ain Shok. Mais ces réalisations ne sont que les prémices d'un vaste plan d'extension, d'ores et déjà mis en œuvre. 1 million d'habitants, telle sera dans 15 ans la population de Casablanca. À l'accroissement des zones industrielles répondra celui des quartiers d'habitation marocains et européens qui couvriront de vastes espaces. Une autoroute partant du centre reliera Casablanca à Rabat, tandis que la petite ville de Fridala, à 30 km de la place de France, verra son sort de plus en plus lié à celui de sa grande voisine. Cette ville future, j'en apercevais la préfiguration dans ce paysage naguère désert, aujourd'hui transformé par l'effort des hommes. Elle s'annonçait dans des monuments construits aux proportions de son avenir, telle cette piscine, la plus grande du monde, où les Casablancais viennent communier par milliers dans la même ferveur sportive, dans le même goût pour la vie au grand air. Je la voyais surtout s'affirmer et s'épanouir à travers la génération qui en constituera demain le peuple vivace. Cette jeunesse saine, joyeuse, instruite dans les écoles modernes. La sève d'un peuple qui s'éveille, d'un pays qui s'élance avec foi vers son destin.